Le cercle RH pour parler recrutement, IA, dans un secteur particulier qui est le secteur associatif, où on le sait, ce sont des structures qui sont peut-être parfois un peu décalées par rapport aux grandes entreprises, aux ETI qui sont déjà implémentées sur ces sujets. On va en parler. Comment faire pour accompagner ce tissu associatif, pour donner envie aux jeunes, parce que les jeunes sont très intéressés pour aller travailler dans le secteur associatif. Et on va en parler avec mes invités qui travaillent sur ce sujet. Julien Bosch, ravi de vous accueillir, cher Julien. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Président fondateur de chez Cause AFL. Alors, il faut bien préciser que votre structure emploie des jeunes, ces jeunes que vous croisez parfois dans les rues, qui viennent vous interpeller pour signer Greenpeace. Toutes les structures associatives humanitaires sont en grande partie gérées par votre structure. Donc, ce sont évidemment beaucoup de recrutement, beaucoup de CV. Puis, je précise, c'est une information importante, président de Réseau Entreprendre, qui est un très beau réseau. Occitanie-Méditerranée. Pas la totale. J'allais rajouter la région Occitanie-Méditerranée, peut-être un jour président de Réseau Entreprendre. Allez savoir. Avec nous, Éric Gras. Bonjour Éric. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir, directeur de l'expertise emploi chez Indeed. Indeed et l'entreprise Cause AFL travaillent la main dans la main justement pour travailler sur l'affinage du recrutement. Merci d'être venu sur notre plateau. Caroline de Senneville est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Journaliste décideur RH. On commence par vous, c'est la tradition, parce que vous avez glané quelques chiffres comme ça qui nous donnent des masses autour du secteur associatif et du recrutement. Les premiers chiffres qui sont du gouvernement, en 2025, le secteur associatif représentait plus de 150 000 associations employeuses pour un total d'1,9 million de salariés et une masse salariale de 51 milliards d'euros. Un autre chiffre qui me semblait important, c'est les données de l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire qui ont été relayées par Mediapart, qui prouvent que le secteur associatif a perdu plus de 12 000 emplois en un an, entre la fin 2024 et la fin 2025, ce qui est évidemment lié notamment aux baisses importantes de subventions qui touchent le secteur. Des collectivités, des mairies, des départements, des régions. Et d'ailleurs, le président de cette structure était venu nous en parler sur le plateau. De Trump. Et de Trump. Trump. Très gros impact. C'est un tiers de l'aide mondiale qui a été supprimée par Donald Trump, ce qui a été un cataclysme dans le monde associatif humanitaire. Absolument. De votre côté, vous décidez d'accélérer, parce que c'est intéressant de revenir un peu sur les structures associatives. Loi 1901, parfois des structures tenues par des bénévoles, je pense au club de sport. Tout ça vit un peu 20e siècle. Et vous vous dites, moi, de mon côté, je suis plugué au monde associatif, mais je veux accélérer. C'est comme ça que vous tendez la main ou vous échangez d'abord avec Indeed, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, nous, on recrute énormément de personnes parce qu'on est sur déjà des contrats courts, on est sur des contrats de 5 à 6 semaines, donc avec un renouvellement. C'est des campagnes, en fait. C'est des campagnes, c'est exactement ça. Et donc, on a en moyenne 250 salariés à travers toute la France qui recrutent des donateurs pour les associations humanitaires. Et pour pouvoir faire ça, nous embauchons à peu près 1900 personnes sur l'ensemble de la France et dans les DROMCOM. Et pour pouvoir embaucher ces 1200 personnes, nous traitons quasiment 50 à 60 000 candidatures par an. Donc pour pouvoir abreuver autant de candidatures, on a besoin évidemment de différentes stratégies. La principale, parce qu'aujourd'hui tout le monde cherche du travail sur les job boards, et aujourd'hui l'acteur incontournable du job board, c'est Indeed. Donc on a un partenariat très actif depuis de nombreuses années, parce qu'on était vraiment au démarrage en plus de leur société, et qui s'est étoffé au fur et à mesure des années. Une longue histoire. Voilà, une très longue histoire. Avant d'entendre Éric Gras, juste d'un mot, Julien, vous faisiez comment avant? Ça me fait penser au journalisme, avant qu'il y ait le téléphone portable. Vous savez, on était encore à regarder sur la carte de la ville pour essayer de trouver l'endroit où on avait rendez-vous. Comment vous faisiez avant? Alors, il y avait plein de solutions. Déjà, il y avait d'autres job boards qui existaient. Ils existent toujours, mais on va dire qu'ils sont moins efficaces. À l'époque, on avait d'autres job boards qui étaient qui étaient aussi efficaces. On a aussi le bouche à oreille, qui est quand même une grosse source de recrutement, parce que le taux de conversion est très important sur un bouche à oreille. On se parle entre jeunes. Exactement. Donc, on a mis en place des systèmes de cooptation interne pour faire en sorte d'aller chercher voilà. On a toute une batterie de stratégies qu'on avait déjà avant, mais qu'on a encore aujourd'hui, à vrai dire. On n'a pas énormément évolué. Éric Gras, j'entends que et c'est un marché concurrentiel, mais qu'Indeed avait pris de l'avance, et je lis que vous avez pris de l'avance parce que vous avez vous aussi transformé votre job board en l'adaptant évidemment aux enjeux de l'IA et avec l'outil de l'IA, si j'ai bien compris. Oui, ça fait 22 ans que Indeed existe, et en effet, entre le Indeed il y a 22 ans, mais je vais même dire le Indeed il y a 2 ans et le Indeed d'aujourd'hui, c'est plus le même Indeed. Il y a un nouvel Indeed qui arrive, encore augmenté par l'IA générative conversationnelle, qui va complètement changer la donne. Conversationnelle? Oui. C'est-à-dire que j'ai une voix humaine qui imite la voix d'un être humain? Tu peux faire les deux, mais en tout cas, ça va être du conversationnel comme on le fait avec ChatGPT. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, on a intégré l'appli Indeed dans ChatGPT.
parce qu'on voit que c'est un nouvel usage. Donc nous, on dit toujours que notre premier client, désolé, c'est pas cause à effet ou consort, c'est le candidat. Et en fait, le jour où on n'a plus de candidats, on n'a plus de clients. Et c'est pour ça que cause à effet vient vers Indeed, c'est que on suit les tendances des candidats, les usages des candidats, comment ils se comportent. Et donc avant, en effet, historiquement, on était un métamoteur de recherche. Donc les candidats voulaient du volume de job. Maintenant, les candidats, ils restent sur leur canapé avec leur smartphone et il faut que le job vienne à eux. Et en fait, 70% aujourd'hui des candidatures qu'Indeed envoie, c'est lié à de la recommandation d'Indeed, c'est plus lié à de la recherche. Donc pendant 20 ans, c'était lié à de la recherche d'abord du candidat. Vous venez à eux. Ouais, le candidat disait je cherche quelque chose quelque part, il scrollait et puis il cliquait, je postule, voilà. Ça c'était avant. Aujourd'hui, c'est du matching. Et donc, dans 70% des cas, ce qui est énorme, on est passé de 0 à 70% en 2 ans, c'est de la recherche affinitaire. Juste, et évidemment, Julien prendra la parole, mais de votre côté, le gros enjeu des DRH pour des entreprises de ce type de structure où il y a des flux de CV, c'est évidemment canaliser ce flux, 60, 70 000, pour amener évidemment le bon candidat au bon endroit. Ça, c'est l'IA qui vous le traite. Comment on arrive à gérer ces flux? C'est l'IA. Donc l'IA, pour qu'elle soit qualitative, je dis toujours parce qu'il y a plein de solutions IA qui arrivent de partout et de nulle part, tous les jours. Il faut être extrêmement méfiant déjà au biais. Il ne faut pas oublier que dans l'IA, dans le monde des ressources humaines, ça peut être catastrophique si on n'a pas les bonnes données, s'il n'y a pas les hommes derrière pour regarder ce qui se passe. Donc ça peut augmenter considérablement les biais, voire en créer de nouveaux. Et donc pour qu'une IA soit qualitative, il faut de la quantité de données. C'est impossible. C'est comme quand tu fais une étude, une enquête, si tu interroges 3 personnes, si tu interroges 1001 personnes avec un échantillon représentatif, forcément, tu n'as pas les mêmes résultats. C'est votre volume de données, de data qui va Alors, il y a le volume, plus l'historique, plus le terrain de jeu qui fait qu'on est dans 60 pays, qui permet d'affiner tout ça. Mais juste, Julien, moi j'aime bien être pratique. J'entends donc conversationnel, je vais sur ChatGPT, je suis sur mon canapé, je regarde un match de foot de la Coupe du Monde, puis en même temps je cherche un boulot. Je dis bonjour, je cherche un emploi dans l'associatif, sur ChatGPT, on est d'accord? Par exemple. Enfin, aujourd'hui, dans 98% des cas, ils le font directement sur Indeed. Et ils vont sur Indeed. Je demande à Indeed, là, à ce moment-là, j'ai une notif et quelqu'un va échanger avec moi. Qu'est-ce que tu cherches? Comment tu veux? Où est-ce que tu veux aller? On est d'accord? Aujourd'hui, ça se fait par mail. Donc, on va pousser des offres en fonction de ce qu'on comprend du candidat. C'est ça. Et lui, il va dire est-ce que c'est pertinent ou pas. Et là, vous leur poussez les offres et c'est vous qui leur ramenez sur un plateau. Exactement. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que sur le monde associatif, la plupart des candidats qu'on va pousser n'ont pas forcément mis le mot-clé associatif. D'accord. On comprend, nous, par rapport à des personas, par rapport à l'habitude. Que c'est un secteur qu'ils aimeraient. En fait, on voit ce que cause à effet recrute. Bien sûr. Et donc, on arrive à déterminer, sans jamais exclure des profils, que c'est plutôt des profils de tel ou tel âge, qui ont tel ou tel niveau d'études. Et donc, on sait que ça matche un peu plus là. Et on les flèche, eux. Et on va flécher des gens qui n'ont pas forcément pensé à ça aussi, notamment des publics plus seniors aujourd'hui, qui sont une cible très intéressante. C'est tout à fait exact. Pour toucher, évidemment, des populations dans la rue qui ne soient pas que des jeunes. Exactement. Comment vous... Je dis des jeunes parce qu'effectivement, il y a une forme de... comment vous recevez ça? Non pas ce qu'il dit, mais techniquement, c'est-à-dire que vous ouvrez l'ordinateur et vous avez des offres qui vous arrivent. Comment ça marche concrètement? Techniquement, là, aujourd'hui, donc pareil, nous, dans nos process, on a intégré l'intelligence artificielle. On reçoit une masse de candidatures très importante. Nous, notre objectif, c'est de recruter, mais on a une particularité, c'est qu'on recrute sans CV. C'est-à-dire que le but étant, c'est de pouvoir donner la chance à tout le monde sur des soft skills. Donc vraiment des soft skills assez simples, d'être dynamique, souriant, aussi d'avoir une petite sensibilité associative quand même, et des choses assez simples. Et pour le coup, donc il y a un an, il y a un peu plus d'un an et demi, on a investi dans un agent conversationnel, parce que nous recevons donc les CV de Indeed, on appelle avec l'agent conversationnel le postulant, et le préfiltre est fait par un agent conversationnel qui, lui, va là, il y a déjà déterminer. Un écrémage. Il y a déjà un écrémage de quasiment la moitié de nos candidats. D'accord, donc sur 6 000, il n'y en a plus que 3 000. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Sachant que pour la petite histoire, malheureusement, cette technologie est aujourd'hui obsolète. Parce que, parce que le seul truc, c'est que quand on reçoit les candidatures, nous appelons les candidats et on les appelle comme on utilise un robot pour l'appeler. La législation française nous impose de les appeler avec un 01, 02, 03, 04, 05, pas un 06. Et je sais pas vous, en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de sociétés qui sont mises dans l'IA et à vous appeler au 01, 02, 03. Et je appelle en masqué même d'ailleurs. Ouais. Et est-ce que vous répondez? Jamais. Et les candidats ne répondent plus non plus. Donc on est tombé d'une joignabilité de 55% à 30%. Donc il faut les toucher par WhatsApp, par SMS, par Insta, par... Très par bonne... Justement, c'est la nouveauté qui arrive sur Indeed quand on parlait d'agents conversationnels. Oui. En fait, quand je parlais de quantité tout à l'heure, les candidats veulent plus de quantité, ils veulent de la qualité.
Et les recruteurs, la même chose. Bien sûr. Donc en fait, c'est ce qui arrive, ce qui a déjà été déployé aux US et qui arrive en France là, dans les semaines qui arrivent. Et justement, tout ce que vous avez fait à tester, ça va être intégré Donc ça veut dire dans l'appli Indeed. notification, on touche tous les réseaux sociaux. Il va donner ses filtres. Ouais. Et l'objectif, c'est de dire, j'ai besoin de 350 personnes sur les 3000, 6000, 9000. Et donc, on va travailler ensemble les filtres pour arriver à ça. Et on va faire, nous, toute la pré-qualification pour lui, voir la convocation, pour arriver jusqu'à un entretien face à face, réel, avec une vraie voix, avec quelqu'un de disponible. Non, vous le disiez, il y a plusieurs études qui montrent que les jeunes, particulièrement, ne répondent pas au téléphone, ne consultent pas forcément leur mail. Et donc, il y a l'enjeu des réseaux sociaux, TikTok notamment, qui peut aider à les capter. Voilà, où en êtes-vous sur cet aspect? Non, mais je complète la question de Caroline, c'est on entend que ça ne fonctionne pas au téléphone, donc comment vous résolvez le problème? Alors là, nous, c'est depuis quelques mois, effectivement, on passe en ce moment par WhatsApp, mais c'est une technologie qui va durer un certain temps, où maintenant, notre IA est là pour pouvoir étudier des vidéos ou des vocaux. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui utilisent énormément les vocaux. Si vous avez des jeunes, vous savez de quoi je parle. À faire des vocaux. Voilà, et désormais, ils peuvent postuler avec un vocal ou avec une vidéo, et notre IA va faire exactement le même travail de préqualification, mais via ces vidéos. Sans qu'il y ait d'interaction directe, c'est de l'enregistrer. Ouais. Alors il y a quand même ce qu'on appelle un entretien asynchrone, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est en vidéo qui va poser les questions, mais les réponses vont être sous format vidéo du postulant, et c'est ça qu'on va étudier. L'IA va nous étudier. Donc ça veut dire qu'il y aura un taux d'ouverture ou de réception de l'appel plus important. Alors même, il est déjà, parce que nous on l'a mis en place depuis quelques mois, et les taux sont effectivement, on revient sur des taux plus habituels d'ouverture comme on pouvait avoir par téléphone avant. C'est totalement passionnant, c'est vertigineux. La nouveauté, je ne l'ai pas saisie. C'est quoi la nouveauté qui arrive? La nouveauté, c'est que tout ce qu'il a fait, nous, on l'industrialise, donc ça va être complètement intégré. Et en fait, on a un taux de déperdition très fort quand la personne passe d'une plateforme à une autre. Donc l'objectif, c'est de tout intégrer au moment où il postule, il fait tout avec son smartphone. Tout est intégré, il n'y a pas d'autres outils à faire. Et notamment, il y a le choix d'être contacté. Donc il va avoir des questions de présélection. Et il choisit de répondre par WhatsApp, en vocal ou par mail. Et paradoxalement, en France, c'est le mail qui marche le mieux. D'accord. À condition de ne pas être spammé. Exact. Donc si en effet on reçoit 18 propositions par semaine, le mail est revenu un peu en haut de la pile. On ne regarde plus ces mails ou on donne un mail poubelle. Pareil pour le WhatsApp, il est très facile de mettre en silence un canal de discussion. Donc c'est pour ça qu'on teste plein de choses. Et donc là, on laisse la main au candidat. Donc c'est lui qui va choisir quel est le meilleur canal pour que ça fonctionne. Caroline. Là, c'est un peu une IA contre une IA, parce que notamment les candidats, surtout chez les jeunes, utilisent énormément l'IA pour automatiser leur CV, etc. Vous parlez des soft skills. Comment s'adapter et être sûr de capter les bons talents qui peuvent avoir un profil atypique? Le truc, c'est que nous, on est quand même sur une phase de pré-filtre. Après, derrière, il y a comme l'humain. Il y a l'humain qui rentre en jeu. Qui garde Le seul truc, c'est que nous, ça nous permet de concentrer les efforts de mon équipe qui fait du recrutement sur une base qui est plus qualitative. Plus réduite. Et plus réduite. Ouais. Donc, ça nous augmente notre taux de conversion, c'est ce qu'on cherche. Exactement. Et nous, en mettant ça en place, on est passé de 1,9% à 3% de taux de conversion. Donc, le gain a été... et puis, sur des volumes comme les nôtres, le gain est colossal. Excuse-moi, mais comme tu disais, il y a beaucoup de candidats qui cherchent vraiment un job, notamment chez les jeunes, donc ils postulent des fois un peu vite, et d'avoir juste 2-3 questions de présélection. Est-ce que vous êtes OK avec ces horaires de travail, avec cette rémunération? Est-ce que vous êtes OK pour démarcher les gens dehors? Et bien, juste de reposer ces 3 questions, déjà, on va perdre 1/3, 2/3 des candidats. Voilà, ça cadre quand même déjà, parce que c'est vrai qu'on clique beaucoup. C'est-à-dire que le jeune, il clique, il y va, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Ça permet déjà de préqualifier le job. Et si je peux me permettre Julien. en plus, le truc, c'est que nous, on a des périodes où on a plus de facilité de recrutement. Mai, juin, juillet, c'est la période des étudiants cherchent. Donc là, souvent, on va augmenter le nombre de questions. Plus il y a de questions, moins il y a de gens qui vont répondre. C'est vraiment les vrais motivés qui vont vous... Inversement, dans les périodes un peu plus complexes... Vous en mettez moins. On en met moins. Et ça nous permet aussi d'avoir le flux de candidatures qui rentrent toujours à peu près la même chose. Là, on est rentré. Ce que je trouve passionnant dans ce qu'on échange, c'est le marketing. C'est le marketing du recrutement. Et c'est ça qui est intéressant. On ne dit jamais ça, d'ailleurs. Quand on parle de 70% des candidatures qui proviennent d'une suggestion, toutes les études montrent que 70% des achats qu'on fait tous est lié à la suggestion. Sans qu'on se rende compte d'ailleurs directement. Déjà, nos téléphones nous écoutent, mais quand on dit tiens, j'aimerais aller en Sicile, etc., comme par hasard, quand vous faites des recherches, il y a la Sicile qui va venir en premier. Donc, on ne se rend pas compte, mais 70% des actes d'achat qu'on fait sont liés à des personas, à des suggestions. Évidemment. Et le marketing arrive en effet dans le recrutement de la même façon. Caroline. Je voudrais juste une petite aparté, parce qu'on a tendance à dire que la Gen Z ne veut pas travailler. Il y a une enquête Ipsos qui confirme que 84% d'entre eux ont le goût du travail, et 7 jeunes sur 10 estiment que c'est primordial ou important que leur travail soit utile pour la société.
Ce qui, je pense, vous est bénéfique. Ça colle là. Oui, c'est sûr. Après, je pense qu'on n'a pas mesuré l'impact du Covid sur cette génération vraiment importante, et surtout la post-Covid avec quand même une période où il y avait quand même une forme de plein emploi. Là, on revient dans un autre système aujourd'hui, et il faut vraiment s'adapter par rapport à cette génération si on veut pouvoir la toucher. C'est une génération qui est quand même atypique dans son management, clairement, atypique dans son recrutement. Donc, qui redéfinit son rapport au travail, mais c'est pas qu'elle n'a pas envie de travailler. Ah, mais de toute façon, je vais dire, plein de gens, en tout cas, ont envie de s'épanouir dans le travail. Chez Indeed, vous avez ces mêmes statistiques. C'est-à-dire que vous avez évidemment, quand tu absorbes les volumes, les âges, et les jeunes cherchent du taf, veulent bosser. Ah oui, moi, je ne supporte pas d'opposer les générations, parce que chaque génération a des attentes différentes. Oui. Quand tu as 50 ans ou plus, que tes enfants sont grands, tu n'as pas les mêmes attentes, etc. Quand tu es jeune, tu as besoin de bosser. Mais en effet, de plus en plus, les jeunes, et c'est top, parce que si j'étais jeune aujourd'hui, je serais comme eux. Comme le rapport de force est inversé pour certains, c'est pas n'importe quel prix, n'importe où, n'importe comment. Et la question de la rémunération, elle est vitale quand on veut avoir son indépendance, mais en effet, d'avoir de l'impact, du sens et de la reconnaissance, notamment dans des métiers de première ligne, c'est la première chose qui ressort, c'est le côté reconnaissance. Vous noterez quand même, et je pense que vous partagerez ma remarque, c'est qu'il y a un grand paradoxe entre ce désir de sens et de trouver du sens à son travail, et en même temps d'être assis sur son canapé pour appuyer sur un bouton informatique et sur lequel on va pouvoir pendant 1 heure envoyer une quinzaine de espèce de rapport un peu étrange entre je cherche du sens et j'ai une forme de profusion de consommateurs. Enfin, est-ce qu'il y a un peu de ça aussi dans cette Gen Z, une forme de rapport de consommation aussi au recrutement? Cette génération, on en fait aussi partie de consommation, et donc je ne m'en exclus pas. On rentre aussi dans cette ère de temps, j'ai envie de dire, quoi. Donc après, faut s'adapter. Cette révolution, on peut le dire là. Ah oui, et puis bon, là en plus, si on parle d'IA, on est plus que, moi je considère que c'est plus qu'une révolution. On repense absolument tout le modèle de l'entreprise, le modèle du management. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à changer aujourd'hui. Juste au risque de pinailler un tout petit peu, moi j'étais resté sur l'idée que vous, à cause du téléphone 02, 03, 04, 05, les gens répondaient plus. Grâce à ce nouveau modèle porté par Indeed et je crois à comprendre par vous, est-ce que vous avez un taux d'ouverture plus important? C'est-à-dire, je reprends mon truc, je fais une demande sur Indeed, la candidature est fléchée, je corresponds au profil. Est-ce que je reçois quoi? Une notification me disant cause à effet vous recrute, venez à 18h, concrètement? Alors, nous, on a pu observer, on revient à des systèmes plus normaux de taux d'ouverture qu'on avait pu avoir avant. On n'a pas une augmentation, mais ça dure un temps. C'est-à-dire que la vraie réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça va extrêmement vite. Je vous ai dit, on a une technologie qu'on a développée il y a 1 an. On a mis beaucoup d'argent sur cette technologie. Aujourd'hui, on ne l'utilise plus. Elle est déjà obsolète. L'IA a tué l'IA pour moi, sur ce sujet-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas réellement, excuse-moi, je parle à l'entrepreneur, mais de ROI sur ce sujet. Non, j'ai pas la sensation. On reste sur, pour moi en tout cas, sur mon expérience. Dans votre domaine, bien sûr. C'est plutôt, on reste à un niveau acceptable pour mettre en place notre business. Mais parce qu'il a innové pour le faire. Exact. Voilà. Et investi. Et investi. S'il n'avait pas fait, ça serait potentiellement catastrophique. Dans les grosses difficultés, c'est sûr. Le problème serait simple, c'est que vous n'auriez pas assez d'hommes pour trier les CV. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Et dans mon secteur d'activité où c'est un problème, d'autres entreprises qui n'ont pas fait ce choix-là ont ces difficultés, forcément. Ce qu'évoquait Caroline tout à l'heure, c'est, moi j'appelle ça la guerre de l'IA, enfin, espèce d'IA qui se parle en IA, parce que c'est un peu ce qui est en train de se produire. On est quoi? On est aux prémices de quelque chose qui arrive, ou vous avez le sentiment, Eric, vous qui observez aussi de l'intérieur, qu'on est arrivé au bout? On le voit bien. Est-ce qu'on est au début de quelque chose ou est-ce que c'est la fin de ce modèle? Alors, on est vraiment au tout début. Déjà, alors le problème ou l'avantage, c'est que ça va très très vite. Donc, on a à peine le temps de digérer quelque chose, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, il y a même certains experts qui commencent à parler d'un hiver de l'IA. Parce qu'en fait, comme ça va trop vite, il faut le temps de le digérer. Que les organisations le digèrent, etc. Donc, on voit que sur certains sujets, même les grands comme Anthropic, OpenAI et tout, freinent un peu. Et l'objectif, c'est déjà de consolider un certain nombre de choses pour que ça infuse bien à titre pro, à quelques titre voix s'élèvent sur le climat perso. Aussi, vous avez entendu? Alors, il y a ça aussi, parce qu'on parle aussi beaucoup des data centers, où certains ont dit que ça passerait au-dessus de tout. Donc, oui, il va y avoir comme ça des choses qui vont aller par étapes. Par contre, là où je rejoins ce que tu disais, c'est que ça va très vite, et donc les usages évoluent avec. Donc, en fait, il faut être OK avec l'idée que ça avance vite, et que ce que tu as fait peut être obsolète 6 mois plus tard. Et ça ne dure pas 10 ans, même si on a beaucoup investi. Alors non, nous, en 2 ans, on n'a jamais autant investi et innové qu'en 20 ans. Donc, en termes d'organisation, ça perturbe énormément. Donc, si tu n'es pas câblé là-dessus, et notre patron, il dit, en fait, maintenant, on est sur une ligne de crête en permanence, on est entre la vie et la mort, un mauvais choix peut se payer très cher, et un bon choix peut être
cache Merci en termes de à vous, récompense. messieurs. Merci pour ce débat passionnant, cet éclairage aussi extrêmement concret sur ce que vous vivez à l'intérieur de vos entreprises. Merci à vous, Éric Gras, directeur de l'expertise emploi chez Indeed, avec cette petite révolution qui arrive là, dans les jours à venir, ici en France. Merci à vous, cher Julien Bosch, président fondateur de Cause à effet. Allez donc sur leur site ou déposez votre annonce sur Indeed. Et puis, président de Réseau Entreprendre d'Occitanie Méditerranée. Je l'ai dit comme ça, d'un bloc. Merci à vous, Caroline de Senneville. Merci. Un vrai plaisir partagé à chaque fois. Merci à l'équipe. Merci Nicolas Juchat pour cette belle émission. Merci à toute l'équipe en régie, Paul au son. Et merci à Fabien à la réalisation. Merci à Léa. C'était son dernier jour de stage. C'était un vrai moment formidable. À très bientôt, Léa. Bye bye.